Cela se passe à la fin du mois d'octobre. Une coalition de pays arabes lance un assaut coordonné sur 5 fronts. Du Pakistan au Maroc, des millions de musulmans manifestent dans les rues. Comme d'habitude, le dirigeant irakien mène l'offensive avec une attaque de missiles Scud. Les blindés syriens passent la frontière à l'est. Des unités de commando syriennes sont débarquées par hélicoptère en Galilée. Des brigades d'infanterie déferlent dans la vallée du Jourdain depuis les hauteurs du Golan. Les Palestiniens du royaume de Jordanie entrent en rébellion ouverte. Le roi cède aux Irakiens. Il permet à leurs unités blindées de traverser son pays en direction de l'ouest. Des blindés égyptiens pénètrent dans la péninsule du Sinaï. Les missiles tirés depuis l'Irak et la Syrie s'abattent sur des zones densément peuplées d'Israël. Le centre de Tel Aviv est détruit. Les tours jumelles du Asri Ali Center sont sévèrement endommagées. Les hôpitaux du pays sont débordés. Le commandement de la protection civile installe des hôpitaux improvisés dans des bâtiments publics. Le gouvernement se réunit en urgence. Cela pourrait être n'importe quel gouvernement. Le Premier ministre en exercice ouvre la discussion. Selon des sources étrangères, l'État d'Israël pourrait recourir à ses armes nucléaires dans l'un des 4 cas suivants. Une armée arabe a pénétré profondément dans des zones peuplées à l'intérieur de la ligne verte. L'armée de l'air israélienne a été détruite. Des villes israéliennes ont subi des bombardements intenses impliquant l'usage d'armes chimiques ou biologiques. Une attaque nucléaire contre Israël. Très peu de gens savent que le père fondateur de l'État juif souffrait d'angoisse. Depuis la création de l'État d'Israël, David Ben Gourion vivait dans la peur que son existence soit remise en cause. Il prenait au sérieux les menaces arabes de jeter les Juifs à la mer et ne cachait pas sa crainte de l'imminence d'un deuxième holocauste juif. Il exprimait souvent son anxiété en public dans les discours qu'il tenait aux nouveaux immigrants, aux réfugiés des camps de personnes déplacées en Europe. Il se tirait les cheveux. Comment est-ce possible? Un massacre aussi atroce, de telles horreurs. Puis il disait, si nous gagnons la guerre contre les Arabes, ce ne sera pas la fin. Il y aura une autre guerre, un autre affrontement. Mais si jamais il gagne, ce sera la fin. Ben Gourion allait à son bureau le matin, appelé Itzhak Navon, et se plantait devant la carte d'Israël et disait « Regarde tous ces pays autour. Nous sommes une si petite île. Comment allons-nous nous défendre? Comment pouvons-nous survivre ?» Il était très inquiet. L'Holocauste et les craintes pour la survie d'Israël persuadent Ben Gourion que l'État doit disposer pour sa défense d'un moyen de dissuasion suprême, une assurance vie pour le pays. Cette assurance vie peut être soit un accord de défense officiel avec les États-Unis, soit le nucléaire, l'arme de dissuasion ultime. Ben Gourion espère que l'Holocauste incitera les Américains à proposer à Israël un pacte de défense similaire à ceux conclus avec l'Allemagne et le Japon. Et quand il dit aux Allemands et aux Japonais « Ne développez pas vos propres armes nucléaires, nous vous offrons un traité de défense et une couverture nucléaire », les Allemands et les Japonais n'ont pas fait ces propositions à Israël. Finalement, Ben Gourion arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun espoir de surmonter les objections du département d'État et qu'un accord de défense n'est pas une option réaliste. Reste la deuxième option. Développer l'arme de dissuasion ultime. En conséquence, selon des sources étrangères, il décide, apparemment à la fin de l'année 1954, qu'Israël doit se doter d'une bombe atomique.
Dans l'Israël de ces années d'austérité, aux caisses vides et submergées par des centaines de milliers de réfugiés sans ressources, il était audacieux de songer un seul instant à une option nucléaire. Politiques, hauts fonctionnaires et scientifiques trouvent tous l'idée étrange, pour ne pas dire folle. L'option nucléaire nécessite des matériaux rares, un savoir-faire scientifique, une main-d'œuvre qualifiée et d'énormes moyens financiers. Rien de tout cela n'était disponible en Israël. Mais Ben Gourion est pragmatique. Il convoque le plus grand scientifique d'Israël, Ernst Bergmann, un chimiste né en Allemagne, à Karlsruhe, et le contraint de démissionner de son poste élevé à l'Institut Weizmann. Bergmann est placé à la tête de l'équipe scientifique du projet nucléaire. Le Premier ministre nomme Shimon Peres, l'enfant prodige des services de sécurité, directeur opérationnel du projet. J'étais jeune, j'avais 28-29 ans, et il m'a confié le ministère de la Défense contre l'avis de tous ses conseillers. Vous étiez jeune et veniez d'un kibbutz. Oui, et je ne parlais pas anglais. Vous dirigiez l'ensemble du projet? Oui. Je dirigeais le projet parce que j'avais tous les pouvoirs, bien sûr. Le directeur scientifique du projet Manhattan, Robert Oppenheimer, vient en Israël dans les années 50 et assiste à la cérémonie d'inauguration de l'Institut de recherche atomique. Le père de la bombe à hydrogène, Edward Tyler, conseille Ben Gourion et Peres, comme le font les spécialistes du nucléaire, Rabi et Weizkopf. Ces gens ont stimulé notre imagination et attisé aussi nos craintes que nous n'y arriverions jamais, que ce n'était possible que pour les superpuissances. Un luxe réservé aux grandes nations, que jamais un petit pays comme le nôtre ne pourrait atteindre un tel niveau. Peres dit à Ben Gourion qu'Israël doit trouver à l'étranger des fournisseurs de matières premières, uranium, eau lourde, ainsi que, selon des sources étrangères, une usine de séparation du plutonium. Les puissances nucléaires comprenaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'URSS. Les États-Unis n'entraient pas en ligne de compte, ni la Grande-Bretagne ni l'URSS. Restait la France. C'était le seul pays vers lequel Israël pouvait se tourner. Je pensais que c'était logique, en tout cas s'il y avait la moindre chance. Au milieu des années 50, une occasion unique se présente grâce au développement politique en Afrique du Nord. Le soulèvement du FLN, le mouvement clandestin algérien contre l'occupation française, prend de l'ampleur. En Algérie, la vie des Français devient insupportable. Qui, à partir du moment, en 1954 en tout cas, où a commencé la révolte algérienne, le soulèvement algérien, ont cru voir dès le début la main de l'Égypte, et plus précisément du Abdel Nasser, était derrière ce soulèvement, et que donc il fallait trouver contre Abdel Nasser un ennemi commun, et que cet ennemi commun, c'était tout naturellement Israël. Shimon Peres persuade Ben Gourion que c'est une chance à saisir pour Israël. Ben Gourion l'envoie à Paris pour demander des avions et des chars. Je suis allé en France sans parler un mot de français, sans rien connaître de la France. Et quelque temps après, toute la France était de notre côté. Le premier contact est informel. Le conseiller économique du Premier ministre français, Georges El-Ghozi, est un juif né en Algérie. Peres contacte El-Ghozi et demande un rendez-vous. Nous sommes allés voir El-Ghozi. Que puis-je vous dire? Je n'ai jamais vu une telle maison. Il était célibataire et collectionneur d'art. Il avait commencé jeune. Les murs étaient couverts des œuvres des plus grands peintres français. Chagall, Picasso. Il les avait achetés quand c'était encore des inconnus. Il y avait des toiles merveilleuses, jusque dans les toilettes.
Il nous a dit, avant toute chose, il faut avoir l'approbation de ma mère. Et écoutez bien la suite. Il m'a emmené dans le living room. Là, assise sur ce qui était presque un trône, se trouvait sa mère. Je me suis approché, elle m'a dit « Donnez-moi votre main ». Ce que j'ai fait. Elle a regardé ma main et dit « Georges, ça va ». Il ajouta « Ok, venez me voir demain matin à l'hôtel Matignon où siège le Premier ministre ». Nous y sommes allés à 10 heures et j'avais le cœur serré de crainte que tout ça n'ait été que du bluff. Nous sommes montés au 2e étage, le Premier ministre, le conseiller diplomatique, le conseiller économique, Georges Elgozi. Nous sommes entrés dans le bureau de Georges. Il nous a dit « Expliquez-moi l'affaire ». Je lui ai raconté, nous voulons acheter des avions, mais il y a un embargo. Alors ils ont répliqué, allons en parler au Premier ministre. Nous sommes donc allés voir le Premier ministre et Georges a dit, Monsieur le Premier ministre, laissez-moi m'en charger, ce qu'il fit. Ensuite, nous sommes retournés dans le bureau d'Elgozi et avons commencé à téléphoner dans toute la France, à Dassault, aux fabricants, à différents services. Nous avons dirigé toute l'affaire depuis là-bas. C'était comme un conte de fées. Dans les années 56-57, on disait à Paris que les notables militaires ou les responsables militaires israéliens avaient entré porte ouverte au ministère français de la Défense. On disait que Shimon Peres pouvait pousser la porte du ministre français de la Défense, qu'il était chez lui. Qui avait son propre bureau à quelques centaines de mètres d'ici, au ministère des Armées, ça s'appelait à l'époque. Il avait son bureau, il était chez lui. Peres établit des contacts étroits avec les chefs des services de sécurité français. Son principal contact au ministère de la Défense est le chef de cabinet du ministre, Abel Thomas. Comment je me suis intéressé au problème d'Israël au point d'en faire un objectif de ma vie? Je me suis intéressé au sort d'Israël proprement dit, dès que j'ai exercé, c'est-à-dire 1 an après la libération, puisque lorsque j'ai appris que mon frère, ayant été arrêté pour résistance, étant un Syrien, ayant été torturé, étant mort dans un camp dans les fours crématoires, n'étant absolument pas juif. Peres entretient des liens étroits avec Guy Mollet, ancien résistant et chef du Parti socialiste. À la veille des élections de 1956, Guy Mollet dirige le Front républicain, formé par le centre et la gauche. Les sondages lui prédisent une défaite. Et l'incroyable s'est produit. Il est devenu Premier ministre. La nuit où il a été nommé Premier ministre, il m'a appelé à Tel Aviv et m'a dit « Shimon, je suis Premier ministre, venez dîner. Et je tiendrai toutes les promesses que je vous ai faites. » Un homme comme Guy Mollet se trouvait tout naturellement le camarade de siège, de discours, d'hommes comme Shimon Peres. Et donc il y avait une sympathie humaine, idéologique, qui allait s'associer, s'additionner à une exigence militaire pour combattre, au moins freiner et éventuellement écraser Nasser. C'est une période houleuse dans l'histoire politique française. La crise algérienne s'aggrave. Cruel. Moi, je me souviens être allé avec Soustelle à une invasion du Constantinois par des commandos de cet échelon. Mais c'était terrifiant. On voyait une famille complète d'instituteurs qui étaient éventrés, la grand-mère le ventre ouvert, la tête des 2 gosses dans le ventre de la grand-mère, un point tel que Soustelle n'osait pas regarder, il avait des vomissements tellement il trouvait ça monstrueux. Pour combattre le mouvement de résistance algérien, la France a besoin de sources de renseignements dans le monde arabe. Israël a besoin d'un fournisseur d'armes. Shimon Peres fait la liaison et Ben Gourion donne des instructions pour renforcer les liens entre les services de renseignement israéliens et français. La principale demande qui m'était faite par Shimon Peres et ses amis quand je les ai rencontrés secrètement la première fois à Paris, c'est si nous ne recevons pas
270 chars notamment, ben nous ne pourrons